Parfois, on a des symptômes physiques, bien réels, et pourtant, la médecine semble perdue. La cause reste un mystère. Et si la clé n'était pas dans l'organe qui fait mal, mais plutôt dans l'histoire qu'on a vécue? C'est ce lien, un lien profond et souvent méconnu entre un trauma psychologique et des manifestations bien concrètes dans le corps que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Pour vraiment saisir ce paradoxe, prenons un cas concret, celui d'une adolescente. Imaginez, elle peut aller à un concert avec un volume sonore très élevé, sans problème. Mais le simple brouhaha d'une salle de classe, et c'est l'effondrement. Un repas un peu décalé, et hop, elle est plongée dans un mal-être total. Des maux de tête qui débarquent après chaque petit stress. Alors on lui sort toute une liste de diagnostics, troubles auditifs, spectre autistique. Mais si tout le monde passait à côté de l'essentiel? Voilà la question centrale. Et si tous ces soucis, l'hypersensibilité au bruit, les migraines, n'étaient pas des problèmes séparés, mais plutôt les différentes facettes d'un seul et même phénomène? La trace, en fait, d'un système nerveux qui serait resté comme bloqué en mode survie. Alors, allons voir la mécanique de plus près. Et tout commence par la chose la plus essentielle qui soit, notre respiration. C'est vraiment le premier maillon de la chaîne. Parce qu'un trauma, ça ne s'inscrit pas que dans les souvenirs, ça s'inscrit d'abord dans notre façon même de respirer. Ce qui est fascinant, c'est qu'il y a deux visages à cette dérégulation du souffle. D'un côté, on a la fameuse réponse de lutte ou fuite qui va déclencher une hyperventilation, on respire très vite, très haut dans la poitrine, et de l'autre, on a une réponse beaucoup plus discrète, celle du figement, de l'effondrement. Et là, c'est tout l'inverse, on retient son souffle, on a l'impression d'oublier de respirer. C'est comme une micro-apnée, mais en pleine journée. Et il y a un mécanisme incroyable qui se dérègle, le soupir. On soupire tous une dizaine de fois par heure sans même y penser. C'est un réflexe vital pour bien réouvrir les alvéoles de nos poumons. Sauf que sous l'effet d'un trauma, ce soupir qui répare, il se perd. Ça devient ce que les spécialistes appellent la dyspnée soupirante. En gros, on se met à soupirer tout le temps, de façon anxieuse, et au lieu de nous soulager, ça nous donne l'impression de manquer d'air. Le geste qui est censé nous faire du bien devient une source d'angoisse. Et la nuit, le problème prend une ampleur spectaculaire. Regardez ce chiffre, il est sans appel. L'apnée du sommeil touche 50% des personnes en état de stress post-traumatique. 50%, contre 5 à 10% dans la population générale. L'écart est juste énorme. Et il faut bien comprendre que chaque apnée, c'est une baisse d'oxygène, une activation des circuits de la peur dans le cerveau et une décharge de cortisol, l'hormone du stress. C'est un cercle vicieux parfait qui tourne en boucle 24 heures sur 24. Bien sûr, ce manque d'oxygène, cette respiration complètement chamboulée, ça ne reste pas sans conséquences. La cascade continue et elle nous emmène à l'étape d'après, vers un autre point névralgique de notre corps, l'intestin. Le mécanisme est d'une logique implacable. Suivez bien. D'abord, le stress chronique abîme les cellules de la paroi de notre intestin. Ensuite, ces cellules endommagées laissent fuir de l'oxygène à l'intérieur de l'intestin. Or, l'intestin est un milieu qui ne devrait quasiment pas contenir d'oxygène. Troisième étape, cet oxygène inattendu, c'est une aubaine pour les mauvaises bactéries, les pathogènes qui se mettent à proliférer. Et pour finir, l'écosystème est complètement déséquilibré. On appelle ça la dysbiose. Et comme si ça ne suffisait pas, les apnées du sommeil viennent jeter de l'huile sur le feu. Le manque d'oxygène répété pendant la nuit est directement toxique pour la paroi intestinale. Il la rend plus poreuse, plus perméable. C'est le fameux leaky gut ou hyperperméabilité intestinale. Le lien entre notre façon de respirer et notre digestion est donc direct et prouvé. Mais l'histoire ne s'arrête pas à l'intestin. Une fois que cette barrière intestinale est devenue une sorte de passoire, le problème change complètement d'échelle. On ne parle plus seulement de digestion, mais d'une inflammation qui est prête à se répandre dans tout notre organisme. Cette image résume parfaitement la trajectoire. L'intestin qui est devenu perméable laisse passer des morceaux de bactéries et des toxines dans la circulation sanguine. Là, le système immunitaire réagit de manière massive. C'est l'inflammation systémique, à l'échelle de tout le corps. Et cette inflammation, elle est transportée par le sang et elle finit par atteindre le cerveau. On bascule alors dans ce qu'on appelle la neuroinflammation. Et c'est là le point crucial. Quelles sont les conséquences d'un cerveau enflammé ? En fait, il devient hypersensible. C'est ce qu'on appelle la sensibilisation centrale. Le cerveau monte le volume sur toutes les informations qui lui arrivent des sens. Un son qui est normalement anodin devient insupportable. C'est l'hyperacousie. Les migraines sont déclenchées beaucoup plus facilement. Tiens donc, on retrouve les symptômes de notre adolescente du début. Le problème n'a jamais été ses oreilles. C'était son cerveau qui avait monté le son à fond. Et la confirmation ultime de toute cette cascade, on la trouve dans les grandes études épidémiologiques. Là, on n'est plus dans l'hypothèse. C'est un fait scientifique établi. L'état de stress post-traumatique est un facteur de risque majeur pour de nombreuses maladies auto-immunes. Le lupus, la polyarthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques, le système immunitaire, à force d'être sursollicité et déréglé, finit par se retourner contre le corps lui-même.
Alors comprendre toute cette mécanique, c'est absolument essentiel. Ça permet de poser un regard complètement nouveau sur un tas de symptômes qu'on avait l'habitude de voir comme séparés et de beaucoup mieux reconnaître les signaux d'alerte que le corps nous envoie. Alors, quels sont ces signes? Des migraines à répétition, une hypersensibilité au bruit, à la lumière, des troubles digestifs qui n'en finissent pas, une fatigue écrasante, un sommeil qui ne répare pas, des douleurs chroniques qui n'ont aucune cause évidente. Le point clé, c'est celui-ci. Pris séparément, chacun de ces symptômes peut sembler assez banal. Mais quand on les met tous ensemble, ils racontent une histoire complètement différente. Tout ceci nous amène à une question fondamentale. Si un trauma peut s'inscrire aussi profondément dans notre biologie, en partant du souffle, en passant par l'intestin jusqu'à enflammer le cerveau, comment est-ce qu'on doit repenser la guérison? Est-ce qu'on doit continuer à traiter chaque symptôme dans son coin, ou est-ce qu'il ne serait pas temps d'aborder enfin le corps et l'esprit comme un système unique et totalement interconnecté? Cette analyse que nous venons de parcourir s'appuie sur le contenu offert par le Dr Sandrine de Montsabert, dans le cadre de la formation de thérapeute Integria Parler pour être.